Saluuut Picciotti, j'espère que vous allez bien. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jensen, le CEO de NVIDIA, a inventé le cosplay pour les cartes graphiques. Vous ne me croyez pas? Et voilà, une 4090 pas cher. Je vous en parle après le sponsor. Le sponsor de cette vidéo est HubSpot et aujourd'hui je vous présente la webcam 4K Tiny2, une caméra petite mais puissante qui délivre une très bonne qualité d'image. Voici la différence avec la caméra HubSpot Tiny2 Lite et limite S800. Comme vous notez, les caméras HubSpot sont au-dessus de la concurrence et à première vue, elles semblent identiques, mais ce n'est pas le cas. La Tiny2 offre des couleurs plus précises et une image plus fluide et détaillée. Elle est dotée également d'un autofocus ultra rapide, ainsi que d'un mode HDR pour un contraste plus élevé. Le suivi automatique avec intelligence artificielle est génial, comme vous voyez, me suit partout. Et de plus, on a le contrôle gestuel qui permet par exemple de déclencher ou d'arrêter, comme dans ce cas, le suivi intelligent et de zoomer en toute simplicité. On retrouve après un micro avec réduction de bruit, pas terrible pour faire du streaming, mais utilisable par exemple pour chatter dans Discord ou pour des vidéoconférences. Vous entendez ma voix à 30 cm de la caméra HubSpot Tiny2, à vous d'en juger la qualité. Le logiciel est bien conçu et permet de tout régler, le suivi intelligent, la position de la caméra, le cadrage, la mise au point, l'exposition, la balance des blancs, la qualité d'image, ainsi que l'activation des filtres comme celui-là pour flouter l'arrière-plan. En toute honnêteté, c'est la meilleure webcam que j'ai jamais eue. Certes, le prix autour de 300 €, ce n'est pas donné, mais si vous avez le budget, vous cherchez la webcam ultime, foncez. Sinon, l'alternative reste la Tiny2 Lite. Dans tous les cas, vous ne serez pas déçus par la qualité d'image, le suivi des mouvements intelligents et les nombreuses fonctionnalités facilement paramétrables grâce à un logiciel très bien conçu. Et si vous souhaitez l'acheter, vous trouvez les liens en description. Je commence comme d'hab par analyser les spécifications. Voyons ce qui change par rapport à la 4070. On retrouve la plus faible augmentation des corps parmi toutes les cartes RTX 5000. Déjà, ça vous fait comprendre que le gain en performance ne sera pas surprenant. Autre aspect ridicule, l'augmentation de 37 MHz sur la fréquence des boosts. Que 37 MHz? Côté mémoire, on passe de la GDDR7 plus rapide, toujours sur une base de 192 bits et toujours avec 12 Go. 12 Go en 2025 pour une carte qui coûte minimum 650 € sans se gérer aussi certains jeux en 4K, c'est une honte. NVIDIA n'a toujours rien compris et refait encore et encore les mêmes conneries. En rasterisation en 1080p, la carte est 4% plus performante qu'une 4070 Super et 4% moins performante qu'une 4070 Ti ou une RX 9070. En 1440p, la situation est pratiquement la même à 1% près. Enfin, en 4K, la 5070 devient une 4070 Ti, 7% plus performante qu'une 4070 Super et 7% moins performante qu'une RX 9070. Même si la carte est presque 20% plus performante d'une 4070, elle est trop proche d'une 4070 Super, juste 5% plus performante. Donc non, on n'est pas du tout au niveau d'une 4090. Avec le ray tracing activé, la situation s'empire car en 1080p et 1440p, la 5070 est pratiquement identique à la 4070 Super. Cette fois devant la 9070, mais de seulement 4% en 1440p. En 4K, on retombe à 4% d'écart avec la 4070 Super, mais le manque débile de VRAM permet à la 9070 d'avoir 10% de performance supplémentaire.
Avec le DLSS 4 et plus précisément la Multiframe Generation, on peut obtenir 2 à 4 fois plus d'FPS. Mais le problème est qu'on part d'une base d'FPS faible, donc dès qu'on active la Frame Gen, les artefacts visuels deviennent visibles. Et avec la Multiframe Gen, c'est encore pire, comme vous pouvez le voir dans ces exemples. Donc, non, même pas la Multiframe Gen est une excuse pour comparer cette carte à une 4090. Côté productivité, en première pro, la carte atteint carrément le niveau d'une 5070 Ti. Dans DaVinci Resolve, elle est équivalente à une 4070 Ti Super, et on retrouve ces mêmes scénarios dans certaines applications AI. Donc, finalement, un point positif en productivité, cette carte présente un réel intérêt. Passons maintenant à la consommation. La carte atteint 229 watts en gaming avec des pics pouvant monter jusqu'à 257 watts. À titre de comparaison, la 4070 Super se limite à 216 watts. Donc la consommation reste raisonnable, mais c'est frustrant de voir cette carte consommer 40 watts de plus qu'une 4070 Super pour à peine 5% de performance supplémentaire. Concernant les températures, la version FE ne dépasse pas les 78 degrés sur les corps et les mémoires. On frôle les 80 degrés, donc si vous envisagez faire de l'overclocking, vaut mieux opter pour une version custom, qui permet tout de même d'obtenir jusqu'à 13% de gains en benchmark synthétique, mais en jeu attendez-vous plutôt un maximum de plus 7%. Je vous donne maintenant mon avis, c'est la pire carte RTX 5000 sortie par NVIDIA jusqu'à aujourd'hui. Niveau performance, être seulement 5% au-dessus d'une 4070 Super rasterisation, c'est un scandale. Et c'est encore pire quand on voit qu'avec du ray tracing, elle est au même niveau. Sans oublier les 12 Go de VRAM qui, en 2025, ne sont vraiment pas un choix d'avenir. Pour de la 1440p, ça peut encore passer, mais dans les jeux récents comme Indiana Jones, avec le path tracing activé, la carte montre immédiatement ses limites. Exactement comme pour une 4090. De plus, si jamais vous trouvez cette carte en stock, son prix de départ est de 650 €. Minimum 650 € pour une 4070 Super à peine plus performante après un an, c'est du foutage de gueule. D'autant plus qu'avec une 4070 Super, vous avez aussi accès au DLSS 4. Certes, pas la partie Multiframe Gen, mais à la plus importante, l'upscaling amélioré. Et si on ajoute à ça le fait qu'on a souvent vu la 4070 Super en promo sous les 600 €, alors non seulement cette carte est inutile, mais aussi ridicule. Vous direz, Pika, du coup, tu nous conseilles d'acheter quoi? Eh bien, une 4070 Super. Sauf que pour bien nous vous avez compris, NVIDIA a décidé d'arrêter sa production et comme résultat, elle est introuvable. Donc il vous reste 3 solutions. Achetez malheureusement la 5070 si elle revient en stock au prix MSRP, préférablement avec un code promo pour l'avoir à moins de 650 €. Acheter une 4070 Super d'occasion, j'en ai vu pas mal sur les bons coins et avec un peu de négociation, vous pouvez l'avoir sûrement à moins de 600 €. Prendre la 9070 uniquement si elle coûte moins cher que la 5070, car sinon au même prix et en 1440p vaut mieux acheter la 5070 pour avoir accès au DLSS 4. Même si, d'après les premiers tests, l'FSR 4 se situe entre le DLSS 3 et le DLSS 4, ce qui est déjà pas mal. Si vous vous demandez pourquoi je ne conseille pas les RX 7000 comme la 7800 XT ou la 7900 XT, il y a deux raisons, le ray tracing et l'FSR 4. AMD a été clair lors du lancement des RX 9000. Le ray tracing, c'est le futur et il va devenir un paramètre de plus en plus obligatoire. Et on le sait, avec du ray tracing activé, le RX 7000 reste largement derrière NVIDIA. Par rapport au FSR 4, il est pour l'instant exclusif aux RX 9000 et le saut qualitatif par rapport au FSR 3 est impressionnant.
Pour résumer, la 4070 Super aurait été un achat bien plus raisonnable que cette 5070, mais avec le plan maléfique d'NVIDIA pour la retirer du marché et la pénurie forcée, vous avez aujourd'hui très peu de choix et personnellement, je suis dégoûté. Et vous en pensez quoi de la 5070? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine complica. Ciao!